Chers élèves, bonjour. Afin de vous soutenir et de vous préparer aux épreuves du bac, nous vous fournissons une batterie d'exercices qui consolidera vos acquis et éclaircira éventuellement certains points assez délicats. Dans ce cadre, et pour atteindre notre objectif, à savoir répondre à une question de langue, je vous ai choisi un texte appartenant au centre d'intérêt Histoire d'amour, lequel, quoique consacré aux élèves scientifiques, pourra tout de même servir d'appui aux littéraires. C'est un extrait de Jean-Jacques Rousseau, de son œuvre La Nouvelle Héloïse. C'est un texte que je trouve très beau. Vous l'écoutez. Au début du livre, Saint-Preux, le héros, s'adresse à la jeune fille qu'il aime et dont il est le précepteur, Julie. La lettre se fait ici le vecteur transparent du désir de jouir du bonheur des instants présents. Ah, si tu pouvais rester toujours jeune et brillante comme à présent, je ne demanderais au ciel que de te savoir éternellement heureuse, te voir tous les ans de ma vie, une seule fois, et passer le reste de mes jours à contempler de loin ton asile, à t'adorer parmi ces rochers. Mais, hélas, vois la rapidité de cet astre qui jamais n'arrête. Il vole et le temps fuit, l'occasion s'échappe, ta beauté même aura son terme. Elle doit décliner et périr un jour, comme une fleur qui tombe sans avoir été cueillie. Et moi, cependant, je gémis, je souffre, ma jeunesse s'use dans les larmes et se flétrit dans la douleur. Pense, Julie, que nous comptons déjà des années perdues pour le plaisir. Pense qu'elles ne reviendront jamais, qu'il en sera de même de celles qui nous restent si nous les laissons échapper encore. Ô amante aveuglée, tu cherches un chimérique bonheur pour un temps où nous ne serons plus. Tu regardes un avenir éloigné et tu ne vois pas que nous nous consumons sans cesse et que nos âmes, épuisées d'amour et de peine, se fondent et se coulent comme l'eau. Reviens, il en est temps encore. Reviens, ma Julie, de cette erreur funeste. Laisse là tes projets et sois heureuse. Viens, ô mon âme, dans les bras de ton ami, réunir les deux moitiés de notre être. Viens, à la face du ciel, guide de notre fuite et témoin de nos serments, jurer de vivre et mourir l'un à l'autre. Ce n'est pas toi, je le sais, qu'il faut rassurer contre la crainte de l'indigence. Soyons heureux et pauvres. Ah, quel trésor nous aurons acquis. Mais ne faisons point cet affront à l'humanité, de croire qu'il ne restera pas sur la terre entière un asile à deux amants infortunés. J'ai des bras, je suis robuste, le pain gagné par mon travail te paraîtra plus délicieux que les mets des festins. Un repas apprêté par l'amour peut-il jamais être insipide? Ah, tendre et chère amante, dussions-nous n'être heureux qu'un seul jour? Veux-tu quitter cette courte vie sans avoir goûté le bonheur? Je n'ai plus qu'un mot à vous dire. Ô Julie, vous connaissez l'antique usage du rocher de Leucate, dernier refuge de tant d'amants malheureux. Ce lieu-ci lui ressemble à bien des égards. La roche est escarpée, l'eau est profonde, et je suis au désespoir. Donc c'est un texte de Jean-Jacques Rousseau, de son œuvre La Nouvelle Héloïse, livre 1, lettre 26. Donc, de là, les points de langue que nous traiterons sont les suivants. Le discours rapporté, les rapports logiques, la comparaison, les modes et les temps, et je finirai sur une question de vocabulaire qui traitera de la synonymie. Commençons donc à travailler. On passe à l'exercice numéro 1.
Lisons la question, réécrivez les phrases suivantes en commençant par les indications données. Je vous lis la phrase. Viens dans les bras de ton ami, réunir les deux moitiés de notre être, viens à la face du ciel, guide de notre fuite et témoin de nos serments. Saint-Preux demande à Julie. Alors, quand vous le voyez, là, il s'agit bien évidemment d'un exercice sur la transposition du discours direct au discours indirect. Bien évidemment, n'oubliez pas que lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect, certaines modifications s'y opèrent, tant au niveau des pronoms personnels qu'au niveau de type de phrase. Là aussi, le jeu des adjectifs et les modes, les temps employés. Donc, nous avons Saint-Preux demande à Julie. Remarquez, le verbe introducteur est au présent. Donc, si on passe du discours direct au discours indirect, nous avons là l'impératif vient qui va se transformer en infinitif. Les adjectifs possessifs, ton, notre fuite, nos serments, vont à leur tour subir des changements, et cela parce que nous revenons au texte et à la situation d'énonciation. C'est Saint-Preux qui demande à Julie. Au départ, c'est lui qui parle directement et maintenant, nous allons rapporter ses propos. Donc, je vous lis la réponse. Saint-Preux dit à Julie de venir dans les bras de son ami, réunir leur être et de venir à la face du ciel, guide de leur fuite et témoin de leur serment. Passons à la phrase B. Je vous lis la phrase. Ce n'est pas toi qu'il faut rassurer contre la crainte de l'indigence. Regardez l'indication. Il a déclaré à Julie. Qu'est-ce que vous avez de nouveau dans cette phrase? Nous avons bien un verbe introducteur au passé. Donc, faites attention. Là, lorsque nous avons un verbe introducteur au passé, vous devez appliquer la règle des concordances des temps. Donc, le présent, dans les deux cas de figure, et faux vont se transformer, et cela, bien entendu, en appliquant la règle des concordances des temps, en imparfait. Donc, chers élèves, outre les remarques et les modifications signalées dans la phrase A, n'oubliez pas l'application de la concordance des temps lorsque le verbe introducteur est au passé. Donc, la réponse dans ce cas serait « Il a déclaré à Julie que ce n'était pas elle qu'il fallait rassurer contre la crainte de l'indigence. » Du discours rapporté, nous enchaînons avec les rapports logiques. Je vous lis la question. Complétez la phrase suivante, respectivement par l'allocution conjonctive de sorte que et l'allocution prépositive de manière à. La phrase est la suivante. Revient Julie. Avant de compléter la phrase, regardons la question. Vous avez à compléter tout d'abord par une locution conjonctive. N'oubliez pas, une locution conjonctive, elle se compose de plusieurs éléments, dont le dernier
est une conjonction. Dans notre cas, c'est le que. Alors que une locution prépositive, elle se compose elle aussi de 3 éléments, mais le dernier, c'est plutôt une préposition. Donc, vous devez compléter la phrase « Revient Julie ». Là, je vous propose certaines possibilités que nous analyserons par la suite. Revient Julie de sorte que nous profitons du temps. Revient Julie de sorte que nous profitions du temps. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Dans les 2 cas de figure, nous avons la même locution conjonctive, de sorte que. Qu'est-ce qui change lorsqu'on passe d'une phrase à une autre, de la phrase A à la phrase B? Regardez. Donc, phrase A, nous avons de sorte que plus un indicatif, profitons. Alors que dans la phrase B, nous avons plutôt un subjonctif, profitions. Et là, donc, la phrase A, revient Julie de sorte que nous profitions du temps. La subordonnée introduite par de sorte que introduit l'idée de conséquence et elle est donc réalisable. Alors que dans la phrase B, revient Julie de sorte que nous profitions du temps. De sorte que nous profitions du temps, c'est plutôt une finale. D'autant plus que le subjonctif exprime une action qui n'est pas réelle. Contrairement à ici, dans la phrase A, l'indicatif, c'est une action donc réalisable. On doit toujours avoir en tête le texte, notre texte de départ, et donc l'intention de celui qui parle. Pour nous, revient, c'est bien entendu, il s'agit de Saint-Preux. Bien, passons pour la phrase C, et là, on vous demande de la compléter par une locution prépositive. Revient Julie, de manière à jouir des bons moments. Là, tout d'abord, vous devez faire attention. Nous avons dans A et B, on est dans le cadre de la phrase complexe. Pour la phrase C, est-ce qu'on a encore une phrase complexe? Non, bien entendu. Là, de manière à, introduit un complément circonstanciel. Dans cet exemple, là aussi, on pourrait interpréter de manière à jouir des bons moments comme étant un complément circonstanciel de conséquence ou de but, et cela revient, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'intention de Saint-Preux. Parce qu'on pourrait, de manière à, utiliser, au lieu de manière à, on pourrait utiliser pour jouir, afin de jouir des bons moments. Passons à un deuxième rapport logique. Je vous lis la question. Identifiez le rapport logique exprimé dans cette phrase. Tu regardes un avenir éloigné et tu ne vois pas que nous nous consumons sans cesse. Par quel moyen est-il exprimé? Réécrivez la phrase en explicitant ce rapport logique. Comme vous le voyez, la question comporte plusieurs étapes. Avant tout, revenons à la consigne. Identifier le rapport logique. Identifier, ça veut dire le repérer, le reconnaître. Je vous relis la phrase encore une fois. Tu regardes un avenir éloigné et tu ne vois pas que nous nous consumons sans cesse.
Qu'est-ce que nous avons comme phrase ici? Et quel rapport exprimé là? Donc, nous avons tout d'abord une phrase complexe. La relation, c'est la coordination. Nous avons « et », la conjonction de coordination, qui marque bel et bien dans cet exemple l'opposition. C'est donc notre moyen utilisé pour exprimer cette relation logique. On vous demande par la suite de réécrire la phrase en explicitant. Qu'est-ce qu'on veut dire par explicitant ce rapport logique? Explicitant, c'est pour préciser, pour clarifier le rapport logique exprimé dans la phrase initiale à l'aide de cette conjonction de coordination. Donc, si on récapitule, nous aurons un rapport d'opposition tout d'abord, un rapport exprimé par un procédé grammatical, à savoir la conjonction de coordination « et ». Et si on réécrit la phrase, on a le choix entre, et je dis bien pour cet exemple, entre plusieurs adverbes marquant l'opposition. Je vous propose un exemple. Tu regardes un avenir éloigné, pourtant tu ne vois pas que nous nous consumons sans cesse. On pourrait utiliser d'autres exemples d'adverbes, tels que toutefois, cependant, néanmoins, et qui marqueraient à leur tour l'opposition. Alors, des rapports logiques, nous allons passer à l'étude d'une figure de comparaison, d'une figure d'analogie qui est la comparaison. La consigne est donc identifier et expliquer la comparaison dans l'extrait suivant. Je vous lis l'extrait. Vois la rapidité de cet astre qui jamais n'arrête. Il vole et le temps fuit. Ta beauté même aura son terme. Elle doit décliner et périr un jour comme une fleur qui tombe sans avoir été cueillie. Et moi, cependant, je gémis, je souffre, ma jeunesse s'use dans les larmes et se flétrit dans la douleur. Qu'est-ce qu'on vous demande? Identifier dans un premier temps et puis expliquer. Identifier donc, ça demande quoi? Un travail de repérage. Vous devez donc repérer tout d'abord la comparaison, puis l'expliquer. Je vous relis encore une fois l'extrait. Vois la rapidité de cet astre qui jamais n'arrête. Il vole et le temps fuit. Ta beauté même, aura son terme. Elle doit décliner et périr un jour comme une fleur qui tombe sans avoir été cueillie. Et moi, cependant, je gémis, je souffre, ma jeunesse s'use dans les larmes et se flétrit dans la douleur. Pour qu'il y ait comparaison, on doit nécessairement avoir certaines composantes. Et avant même de travailler sur les composantes de la comparaison, la comparaison est la suivante. Ta beauté doit décliner et périr comme une fleur qui tombe sans avoir été cueillie. Regardons de plus près cette comparaison. Elle comporte tout d'abord un comparé. C'est quoi ce comparé? C'est la beauté qui doit décliner et périr. Nous avons encore le comparant. C'est la fleur qui tombe sans avoir été cueillie. Et par la suite, pour qu'il y ait rapprochement, et n'oublions pas que la comparaison est une figure d'analogie, donc de ressemblance, on doit nécessairement rapprocher entre un comparé et un comparant.
Grâce à quoi? Grâce à un outil de comparaison. Dans ce cas de figure, nous avons la conjonction comme qui rapproche le comparé du comparant et donc la beauté qui doit décliner et périr de la fleur qui tombe sans avoir été cueillie. Donc, pour ces deux éléments, la caractéristique commune, c'est la fin de la vie, c'est la disparition. Une fois nous avons donc essayé de décortiquer, si je me permets de le dire, cette comparaison, il nous reste qu'à l'expliquer. Et là, le caractère éphémère de la beauté est comparé à celui d'une fleur qui flétrit puis meurt. Là aussi, pour varier donc la formulation, on pourrait utiliser au lieu de comparer et assimiler à celui. Donc je reprends toute donc l'explication. Le caractère éphémère de la beauté est assimilé à celui d'une fleur qui flétrit puis meurt. Nous restons encore dans l'étude de la comparaison et je vous propose un second exercice. Là, je vous demande de remplacer dans la phrase suivante la conjonction comme par un autre outil de comparaison. Donc, là, le travail serait sur quoi? Serait plutôt sur les outils de comparaison. Je vous rappelle, et n'oublions pas, que les outils de comparaison pourraient être soit grammaticaux, soit lexicaux. Je vous cite quelques exemples. Le verbe, par exemple, ressembler à, penser à. La locution verbale, avoir l'air de. Les locutions conjonctives, de même que, ainsi que. Et les adjectifs, semblable à, pareil à, tel, et la liste est bien longue. Notre phrase, donc, nos âmes épuisées d'amour et de peine se fondent et se coulent comme l'eau. Je vous propose une réponse en utilisant ici semblable à. Semblable donc à l'eau, nos âmes épuisées d'amour et de peine se fondent et se coulent. Nous pouvons utiliser également tel ou pareil à. Je vous relis encore une fois la réponse. Tel l'eau, nos âmes épuisées d'amour et de peine se fondent et se coulent. Alors, nous enchaînons maintenant avec les modes et les temps. Qu'est-ce qu'on vous demande dans cette question? Remplacez donc, dans un premier temps, le présent par l'imparfait et, dans un second temps, l'imparfait par le plus que parfait. Je vous lis la phrase. Si nous laissons échapper encore des années, elles ne reviendront jamais. Alors, nous avons ici une phrase complexe, introduite. Donc là, tout d'abord, avant d'entamer l'analyse de la phrase, je reviens à la consigne. On vous demande de travailler sur les temps. Donc, n'oubliez pas, là aussi, nous allons appliquer, encore une fois, la règle de la concordance des temps. Mais dans quel cadre? Regardez, nous avons une phrase complexe qui s'introduit par la conjonction si. Si, dans cette phrase, marque l'idée d'hypothèse. Donc, nous avons affaire à appliquer, si vous voulez, la règle des concordances des temps dans le cadre du système hypothétique introduit par si. Alors, nous avons, si nous laissons échapper encore des années,
elles ne reviendront jamais. Si est suivi de laissant. Laissant, un verbe au présent de l'indicatif. Si plus présent, donc implique quel temps? Oui, elle implique l'emploi du futur de l'indicatif. Et donc, l'hypothèse est-elle réalisable? Oui, elle est bel et bien réalisable. Nous avons là l'expression du potentiel. Et là, en remplaçant, chaque fois où on remplace les temps, nous devons avoir en tête le texte, notre texte du départ, et la situation d'énonciation, et l'intention de Saint-Preux, pour, bien sûr, s'assurer là du sens, si vous voulez, de l'hypothèse et du sens de la phrase. La réponse, si nous laissions échapper encore des années, elle ne reviendrait jamais. Donc, le présent, là, on l'a remplacé par l'imparfait, et donc nécessairement, le futur se transformera en conditionnel. Et on n'est plus dans le potentiel, si plus imparfait implique le conditionnel présent, on est plutôt dans l'irréel du présent. Et l'hypothèse, dans ce cas de figure, n'est plus réalisable. Passons à la phrase B. Et là, les choses commencent à se compliquer un tout petit peu. Mais n'ayez pas peur. Si tu pouvais rester jeune et brillante, je ne demanderais au ciel que de te savoir éternellement heureuse. Là, nous avons, comme on l'a déjà vu, si plus imparfait, qui implique nécessairement un conditionnel présent. Mais si on revient à la consigne, on vous demande, dans un second temps, de transformer l'imparfait par le plus que parfait. Donc, si tu pouvais, on va voir si tu avais pu. Et là, je ne demanderai au ciel, le conditionnel présent à son tour va subir un changement et nous allons donc avoir un conditionnel passé. Je vous lis tout d'abord la phrase. Si tu avais pu rester jeune et brillante, je n'aurais demandé au ciel que de te savoir éternellement heureuse. Alors, là, est-ce que, pour la phrase B, est-ce que l'hypothèse est uniquement irréalisable? Dans la phrase B, l'hypothèse est impossible à réaliser. C'est le conditionnel ici exprime l'irréel du passé. Donc, nous avons, je reprends et je récapitule les différents mécanismes qu'on a opérés. Si plus présent implique un futur dans la principale, si plus imparfait appelle un conditionnel présent, et si plus que parfait exige un conditionnel passé. Restons dans le cadre des temps et modes, et là, on vous demande de conjuguer les verbes entre parenthèses au mode convenable. Donc là, le travail serait plutôt un travail de conjugaison et un travail sur le choix du mode. La phrase donc, Saint-Preux ne pense pas que le passé être perdu à jamais et souhaite que Julie réponde favorablement à son appel. Regardons de plus près cette phrase et plus précisément ce qui est écrit en gras. Alors, pour décider justement du mode à utiliser pour être et répondre, on doit avant tout examiner le verbe de la principale. Pour Saint-Preux ne pense pas que le passé, vous voyez là on a affaire à un verbe d'opinion
à la forme négative qui nécessite automatiquement l'utilisation d'un subjonctif. Et par la suite, nous avons un verbe qui exprime le souhait, souhaiter. Et donc là aussi, on doit utiliser le subjonctif. Donc, je vous lis la réponse. Saint-Preux ne pense pas que le passé soit perdu à jamais et souhaite que Julie réponde favorablement à son appel. Je rappelle, et à travers cet exemple, que le subjonctif et le mode de l'envisageable sont donc là, Saint-Preux exprime un souhait et donc c'est une idée simplement envisagée par l'esprit et ce qui nécessite pour les verbes un subjonctif. Passons à notre dernier exercice et qui traitera la question de vocabulaire. Je vous rappelle, chers élèves, que, comme on a fait pour les questions de langue, le vocabulaire est aussi là contextualisé, c'est-à-dire l'exercice et le support, c'est toujours à partir de votre texte du départ. Je vous lis la question. Notre phrase « Ta beauté doit périr un jour ». Nous avons dans cette question à travailler 3 éléments. Tout d'abord, remplacer le verbe souligné par un autre verbe de même sens, puis donner l'adjectif qui lui correspond et enfin employer l'adjectif obtenu dans une phrase. Donc, notre verbe support, c'est périr. Remplacer le verbe par un autre, c'est-à-dire donner le synonyme. Quel serait le synonyme dans ce cas de figure? Ta beauté doit périr, doit disparaître un jour, doit se perdre un jour. Si on vous demande de donner l'adjectif, c'est-à-dire vous devez trouver l'adjectif dérivé, et donc l'adjectif dérivé de périr, c'est périssable. On vous demande encore une fois de travailler sur l'adjectif obtenu et donc de l'employer dans une phrase pour s'assurer bien sûr de la compréhension du sens de l'adjectif. Là, je vous propose quelques exemples. L'homme est un être périssable, sa vie est éphémère. Un deuxième exemple, ce fruit est périssable, il faut le consommer dans les jours qui viennent. Alors, et au terme de cette séance, je vous souhaite bon courage, je vous remercie tout d'abord pour votre attention et bon courage encore une fois, merci et à la prochaine.